Diaspora FM. Diaspora FM, en direct de la Fondation Espace Afrique Civre de Glodjibi, c'est le pied. Le point 7. Le point 7. Votre émission de décryptage de l'actualité nationale et internationale sur Diaspora FM 102.3. Julien Kitty, bonjour. Bonjour Peggy Ludovic Dagba et bonjour à tous les auditeurs de Diaspora FM. Je vous vois très athlétique ce matin, bien inspiré. Quelques minutes de briefing qu'on a eu à faire. Dites-nous, qu'est-ce qui explique cette vivacité en vous aujourd'hui? Mais non seulement il y a des jours où on se lève comme ça, et heureusement, les neurones sont moins fatigués. Et puis en plus, quand l'actualité vous donne à voir des sujets de grande préoccupation, d'autres qui vous procurent la gaieté, d'autres la tristesse, mais tout compte fait dans l'absolu, beaucoup de préoccupations. Mais pour quelqu'un comme moi qui a traîné ses bottes dans le métier de journaliste, donc à la limite, vos neurones connaissent l'actualité les connaît. Donc de ce point de vue, ce n'est que ça. Et puis après, dans le briefing, j'ai retrouvé mon ami Asogba, que j'ai raté la semaine dernière. Quand on se voit, je le pousse dans les cordes, il réplique, et entre nos hypercutes, les arbitres ont du mal à trouver quelqu'un tombé KO. Et j'ai retrouvé Serge Donvillon également, je vous devance. Qu'on n'a plus... Vous m'arrachez l'exclusivité. On n'a plus l'occasion de voir aussi rapidement comme ça, parce que il est évidemment, comme nous tous, au service de la nation, mais au fond, tout le temps. Donc, on a un peu causé, on l'a titillé pour qu'il nous en dise davantage sur ce qui se fait de si bien dans le pays, mais aussi quelques difficultés qui devraient nous réunir au-delà de nos différends et nos différences. Alors, vous me l'avez arraché de la bouche, hein. Il est avec nous, Serge Donvillon, c'est quand même l'œil de la direction de la communication du président de la République qui nous visite aujourd'hui sur Point 7. Dites-nous, qu'est-ce qui vous fait apparaître dans cette émission aujourd'hui? Merci beaucoup, c'est un plaisir de retrouver cette émission, de retrouver vous-même Peggy Ludovic Dagba, Fortuné Asogba. J'ai suivi le numéro d'avant et je me suis dit qu'il fallait quand même que je fasse un tour par ici, histoire de partager un peu les infos que moi j'ai à mon niveau, et que c'est souvent des échanges que l'on retrouve la lumière. Et c'est pour ça que je suis là. Et quelle est votre appréciation de cette émission? Vous la connaissez? Vous la suivez souvent? Ah oui, je suis cette émission souvent. Vous savez, Diaspora est à Calavi. Moi-même, je dors à Calavi. Donc, je capte souvent cette chaîne lorsque j'ai un bout de temps. Et surtout cette émission parce que vous la diffusez souvent les dimanches. Donc, je connais bien l'émission et je vous encourage à continuer ainsi parce que c'est une émission qui donne la parole à tout le monde et chacun passe ici pour donner son point de vue par rapport à tel ou tel sujet de l'actualité nationale. Celui qui vous a annoncé a une habitude ici, hein. Il fait irruption dans l'émission souvent avec des toffees. Aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi il n'est pas venu avec. En tout cas, j'ai demandé à Sogba de dire à Ishola Ishola qui me faisait des menaces, des gestes de menace. J'ai dit à Sogba, pendant que tu parlais avec Serge, j'ai dit à Sogba de lui dire que j'ai pas des sachets de toffee pour lui. Il a intérêt à rester docile, et à la fin, il y en a dans la zone. Bon, je crois qu'il y a quelqu'un qui nous perturbe avec des sachets. Tout compte fait, on va finir. Il va garder ses sachets. Tous ceux qui espèrent des sachets de toffee n'ont qu'à attendre. Vincent Fortuné Asogba, bonjour. Bonjour Peggy Ludovic Dagba et bonjour aux auditeurs de Diaspora FM. Vous avez osé sortir le directeur, l'un des membres de la direction de communication, pour venir sur l'émission. Mais vous avez pêché un gros poisson aujourd'hui pour l'émission. C'est un plaisir, c'est à votre actif, je crois. Je suppose que vous n'avez pas pour ambition de manger la tête de ce poisson. Non, du tout pas. Pourquoi manger ce gros poisson-là? Je suis trop petit pour pouvoir prétendre manger un gros poisson comme Serge Donvillon. Donc, je crois que son arrivée, sa présence
dans ces studios aujourd'hui nous permettra quand même d'être peut-être beaucoup plus à l'aise dans nos analyses, dans nos commentaires, parce que comme vous le savez bien, d'avoir les meilleurs éclairages. Voilà, comme vous le savez bien, nous ne sommes pas là pour faire des critiques en l'air. Dans l'émission, vous savez bien, on dit ce que nous avons vu et on fait nos commentaires et on fait des propositions. Ceci juste pour permettre que ceux qui sont à l'opérationnel voient également, parce que nous sommes à la touche. Nous voyons mieux que ceux qui sont à l'opérationnel, certainement. Et maintenant, ceux qui sont à l'opérationnel ont leur ligne de conduite, certainement, et c'est ça qui va nous permettre de mieux comprendre la situation et de mieux décrypter cette situation de déguerpissement bis qui est d'actualité et qui fait pleurer déjà les populations. D'accord. Ichola Diguin est là aussi, DP de Providential News. L'émission est bien fournie aujourd'hui. On n'est pas pauvre en débatteur. Oui, c'est exact. Bonjour Peggy Ludovic Dagba, bonjour à toutes et à tous. Je voudrais, il m'a devancé tout à l'heure, je parle de mon éminent confrère Jules Kitty, sinon j'allais dire tout simplement que je le retrouve beaucoup plus avec un visage hilar et c'est un bon retour qu'il signe, n'est-ce pas, sur cette émission. Il nous a suffisamment manqué à la précédente édition. J'allais espérer, n'est-ce pas, qu'il revienne avec toute une cargaison de toffee. Comme il a appris l'arrivée il en a l'habitude, de Serge Novillon, il est sorti de sa tanière en fracas, Bon, on va y aller. Déjà, il était assez bavardé. On va aller maintenant sur le vif du sujet. Déguerpissement, vous l'avez dit. On connaît votre religion sur le déguerpissement. Est-ce que vous ne souhaiteriez pas que ce soit Serge Novillon qui démarre? Allez-y. Pour nous apporter les éclairages qu'il nous fallait. Serge Novillon, pourquoi un déguerpissement bis? Un deuxième déguerpissement, cette fois-ci tenu par la mairie de Coton. Ouais, pour moi, on ne parlera pas de déguerpissement bis parce que vous savez, depuis 2016, qu'on a lancé cette opération, les Béninois ont compris le bien fondé de cette opération parce que au début, les gens n'avaient pas perçu ça comme ça se doit et pour donc le déguerpissement ça a été fait en 2017-2018 et vous avez constaté qu'après, lorsque le projet asphaltage phase A a pris par là, les mêmes sont venus applaudir et ont trouvé le bien fondé de cette affaire. Et en son temps, le gouvernement a bien expliqué que ce n'était pas uniquement pour l'asphaltage que le déguerpissement a été lancé. Le déguerpissement avait été lancé parce que, vous savez, nos parents et nous-mêmes et tout ça, nous occupons l'espace public. Nous occupons l'espace public et dès lors que vous voulez passer devant la maison de quelqu'un, vous allez voir tout de suite que la personne est venue installer tout ce qu'il faut sur la voie publique et vous empêche de passer et peut même aller jusqu'à vous insulter et à vous demander si c'est sur votre tête ou si c'est chez vos parents, etc. Donc, il faille éduquer les populations, leur montrer qu'on ne doit pas occuper la voie publique. Et je pense que c'est ce que le gouvernement a su mettre en place depuis le premier mandat. Là, il y a quelques mairies qui ont décidé de reprendre. J'ai écouté le préfet Orunla qui a bien expliqué la chose, parce qu'il y a des gens qui sont revenus sur leur position de départ, qui ont réoccupé les emprises publiques. Voilà, les emprises publiques et tout ça. Et il a fallu redescendre pour leur demander de quitter. Et ça a été fait, pas sans, comment on appelle ça? Sans sensibilisation, puisqu'on les a sensibilisés avant et on leur a donné la date à laquelle cette opération allait démarrer. Et maintenant, comme tout Béninois, j'applaudis le travail qui est fait, mais il y a un hic. Le hic, c'est quoi? C'est parce que par endroits, on a vu des vidéos, des extraits qui montrent que par endroits, il y a eu des abus. Parce que lorsque, par exemple, un policier va jusqu'à prendre les effets que quelqu'un vend, déjà la personne qui vend, c'est
qu'il participe un tant soit peu au développement du pays. C'est qu'on l'occupe et que cette personne qui vend, qu'un policier aille arracher ses effets et qu'on aille jusqu'à brûler. Moi, j'ai pas vérifié si ce qu'on a vu au niveau des vidéos, si c'est pas une intoxication. Mais si c'était vrai, c'est d'autant plus grave qu'un agent public ne peut pas commettre de tels actes. Et nous avons fait suivre les vidéos à l'endroit indiqué et nous souhaiterions que lumière soit faite sur ce qu'on a vu là et que s'il y a des brebis galeuses parmi les policiers, et que on puisse leur montrer quand même que ce n'est pas le travail qui a été commandé. Alors, cette vidéo a quand même créé beaucoup de commentaires, beaucoup de souffrances chez des populations. Personnellement, j'ai surpris des conversations entre populations qui franchement déploraient la chose. Une période où c'est quand même assez difficile pour les uns et les autres de joindre les bouts. Est-ce qu'on n'aurait pas pu négocier un peu plus le contexte? Non, moi je parlerai pas de négocier le contexte, je dirais plutôt que dès lors qu'une opération comme ça est lancée, que le policier va sur le terrain, même lorsqu'il arrive, parce qu'il avait déjà averti, lorsqu'il arrive à prendre de ces effets-là, je pense que ça peut se faire autrement et au commissariat, la personne incriminée retourne vers le commissaire. S'il y a des amendes, s'il y a des choses à payer à l'État, la personne paye et récupère gentiment ses effets. Mais aller jusqu'à les brûler, c'est ça que nous déplorons. Tout le monde ne comprend pas ça. L'autre critique essentielle par rapport à ces déguerpissements, c'est qu'on n'a pas aménagé un espace qui pourrait recueillir ces gens-là, qui sont en train quand même de mériter leur pitance journalière. Est-ce que la mairie ou le gouvernement n'aurait quand même pas pu trouver un espace pour ces genres d'activités afin que les populations, parce que d'une manière ou d'une autre, ça sert quand même, ça comble des besoins. Surtout, je veux parler de ces vendeurs à la sauvette. Vous savez, je ne parlerai pas au nom de la mairie parce que je ne suis pas au quotidien de la mairie. Seuls ceux qui travaillent à la mairie pourront répondre à cette question-là. Mais moi, je pense quand même qu'aujourd'hui, le gouvernement fait assez d'efforts afin que des endroits comme ça soient aménagés. Vous savez, aujourd'hui, on a construit des marchés. C'est vrai qu'il y a des critiques. Les gens se demandent si ces marchés-là seront utilisés. J'ai écouté Monsieur Assoba qui est allé jusqu'à dire que les pauvres dames qui vendent des oignons, qui vendent des tomates, ne pourraient pas vendre à l'intérieur de ces marchés-là. Je veux profiter de l'occasion pour lui dire qu'il y a des informations qu'il a manquées, qu'il a ratées entre-temps. Avant de commencer par construire ces marchés, les anciens marchés, il y a eu un audit qui a été fait au niveau des anciens marchés. Lorsque vous prenez le marché de Bégamé, par exemple, l'État, c'est-à-dire le ministère du cadre de vie, en association avec les mairies, avec les associations des femmes qui vendent dans ces marchés-là, tous ceux-là ont travaillé ensemble, ces acteurs ont travaillé ensemble pour faire le point de ceux qui vendent dans ces marchés-là, effectivement. Et c'est à ce niveau-là qu'on a constaté, par exemple, lorsque vous prenez le marché de Saint-Michel, il y a des aberrations pas possibles. C'est-à-dire que vous avez, par exemple, quelqu'un qui fut chef de circonscription, qui est décédé depuis une vingtaine d'années, et qui a encore des boutiques dans ce marché-là. Wow. Vous imaginez? Donc, c'est-à-dire qui gère des boutiques. Qui gère des boutiques, c'est-à-dire que quelqu'un a eu un marché, il est décédé. D'abord, c'est même pas son activité. C'est ce que refuse le président Talon. Vous n'êtes pas vendeur. Vous étiez en position d'administratif et vous permettez le luxe d'aller prendre des places que vous surlouez. Et un toilettage a été fait au niveau de cette liste-là. Aujourd'hui, les listes sont disponibles. Que ce soit au niveau du marché de Guéman, que ce soit au niveau de Atropokodi ou pas Atropokodi comment on appelle ça, Aïdjedo, Saint-Michel et autres, les listes sont disponibles. Et aujourd'hui, les marchés qui ont été nouvellement construits ont pour nombre de places 2 fois ce qui existait. Donc, ça veut dire qu'on arrivera à satisfaire tous ceux qui étaient de façon licite. Tous ceux qui, de façon licite, travaillaient dans le marché auront leur place, normalement, et de nouvelles personnes également pourront avoir des boutiques au niveau de ces marchés. Aujourd'hui, pourquoi ça tarde? C'est juste parce que le gouvernement, pour bien faire les choses, a dû créer une autre agence
parce que, qu'on se le dise, Sogema va disparaître. Cette agence est en train de travailler en association avec le marché de Rungis, parce que le marché de Rungis, c'est des gens qui ont su développer ce marché en France. Donc le gouvernement a signé un contrat avec Rungis, et les experts de Rungis sont en train de former les responsables au niveau de cette agence qui va s'occuper des marchés, et ce n'est qu'après, à la fin, dès qu'ils seront prêts, que ces marchés-là seront mis à disposition des populations. Donc je veux rassurer les uns les autres que c'est vrai, ceux qui vendent à la sauvette et autres, il y en aura parmi eux qui vont trouver leur place. Ceux qui sont dans les anciens marchés auront leur place, et il y a plus de place aujourd'hui qu'avant, donc on peut être sûr que tout va être bien géré. Mais ce sera à quel coût? Oui, à quel coût? Il y a eu aussi une polémique, cette polémique qui a circulé. Moi, je pense pour ma part, parce que j'ai pas jusqu'à ce jour des détails, puisque le chef de l'État a demandé qu'une étude soit faite. Il y a eu plusieurs études, et dès que ça sera prêt, ça sera mis sur la table, chacun de nous saura ce qu'il y a à l'intérieur. Mais tout compte fait, on a construit ces marchés pour les bonnes dames et non contre les bonnes dames. Donc on n'ira pas jusqu'à fixer des coûts qui puissent faire fuir les bonnes dames. Je comprends que les amis d'en face, c'est ça qu'ils tiennent, parce que ils n'ont pas autre chose. Tout de suite, on peut balancer sur les réseaux sociaux et balancer des montants ronflants, histoire de faire peur à nos mamans. Ici, je les rassure et je leur dis que le chef de l'État veille. Et il y a eu plusieurs études qui ont été commanditées, et c'est la même chose que ce qui se passe du côté de la société qui s'occupe de nos ordures ménagères. Et bientôt, on mettra sur la table ce qu'il faut et comment ça va se passer, et nous reviendrons dans ce studio en débattre. D'accord. Vincent Fortuné Asoba, voilà les informations. Quels sont vos commentaires? Merci beaucoup. Je crois que je disais tout à l'heure au micro que mon cher Serge a fini l'émission. Il a fini l'émission quand il a dit il y a exagération, qu'il ne partageait pas également ce qu'il a vu si cette vidéo arrivait à être authentifiée. Vous savez, un gouvernement est appelé à travailler pour le bien-être de sa population et non contre sa population. Et aujourd'hui, le déguerpissement bis, tel que les agents assermentés pour conduire le projet, c'est que on fait pleurer plus qu'on ne sème la joie. Ça, il faut le reconnaître. La fois dernière encore, nous, on a eu des échos de ce qui s'est passé à Parakou. Maintenant que mon vis-à-vis reconnaisse cette situation, je crois que il n'y a pas de débat. C'est tout ce que nous, on a toujours souhaité, qu'on reconnaisse qu'il y a exagération dans ce qui est fait. Et si lui l'a reconnu, je crois que on n'a pas polémiqué. Nous, ça nous fait plaisir qu'ils reconnaissent cela. C'est ça d'ailleurs ce que certains ne reconnaissent pas, et il y a polémique. Le monsieur te dit déjà, ce qui est fait, c'est pas bon. Je crois que c'est pas bon et ce n'est pas bon. Maintenant, il y a des démarches en cours pour authentifier. Mais je crois qu'il faut pas attendre cela, il faut pas attendre que cela soit authentifié. C'est le moment de mettre le grappin sur ceux qui sont appelés à aller sur le terrain pour ce genre d'opération. De leur dire, attention, vous allez faire les frais si jamais il y a exagération. Parce que, autant que nous sommes, on est appelé à vivre de quelque chose, d'un petit commerce. On est appelé à vivre de ça. Sinon, qu'est-ce qu'on va faire? Nous sommes à 98% pauvres au Bénin. Et ce n'est que du petit commerce que nous vivons, que nos parents vivent. Nous, on a quitté les collines là-bas. Je sais comment on a fait pour être à Cotonou. Ce n'est pas Serge qui va me dire le contraire, même si aujourd'hui, il a la nationalité niçoise. C'est une autre paire de manches. Ah, d'accord. Ça, c'est une autre économie. Donc, vous savez, aujourd'hui, c'est ce que nous souhaitons.
Maintenant, je voudrais revenir sur les espaces libérés. Je crois que là, il y a encore un petit couac. La nature a horreur du vide. Serge, on a dégagé beaucoup d'espace en 2017-2018. Mais très peu ont été mis en valeur. Je vais vous donner un seul exemple. Regardez l'espace en face de la direction générale de la SOGEMA. Entre-temps, c'est un espace qui est très animé. Ça servait de Pâques et ça servait de temps, ça servait de tout pour les usagers où on vend. Il y a beaucoup d'activités qui se menaient là. Nous, on a déguerpi les gens, les taximans ne sont plus là, les bonnes dames qui vendaient là ne sont plus là, mais l'espace est resté là. Des fois, quand moi je passe par là, c'est des tas d'immondices qui restent là. Et ça sert aujourd'hui de potoir, et ça sert également de WC pour les 100 fois une loi. Oui, bien sûr, je parle de ce que j'ai vu. J'ai dit, ça peut ne pas être tous les jours, mais moi j'ai vu. Et c'est encore là, vous pouvez surveiller. Donc, il faut voir ces espaces-là, s'il faut permettre aux usagers de l'occuper moyennant et donner les conditions d'existence sur ces espaces. Je crois que ça vaut mieux que de garder ces espaces vides pendant que d'autres citoyens croupissent et tous les jours, ils sont en train de courir à gauche, à droite parce que la police vient, la police ramasse les étals et c'est ça. Donc, je crois que il faut voir. Il y a certains espaces qu'il ne faut pas dire, on a libéré. On a libéré, mais on peut réinstaller les gens de façon à ce qu'ils contribuent à quelque chose dans l'assiette de l'État. D'accord. Voilà. Maintenant, par rapport aux boutiques, je crois qu'une vendeuse de tomates ne peut pas rester dans les boutiques construites. Là, c'est qu'on se voile pas la face. Une vendeuse de tomates qui était à Ménotin, là où moi je m'approvisionnais, ne peut pas rester dans la boutique. Pourquoi? Que moi je vois là. À cause du coût? Bien sûr. Du coût d'accessibilité. Bien sûr, parce que il connaît déjà le coût. Non, ça, il faut qu'il je connais pas. Arrête. Mais on ne va pas. Moi, j'investis. Ce n'est pas pour ne pas rentabiliser. Non. Là, vous n'intégrez pas la fonction républicaine régalienne de l'État qui est capable. Non, parce que vous savez, on ne connaît pas ce qui me fait plaisir, c'est que on reviendra ici parler du coût. Et Gilles, je te prendrai au mot. J'accepte, c'est pourquoi je n'ai pas avancé un montant. Oui. Mais ce que Dame Rumeur. Mais vous tirez conséquences. C'est que Dame Rumeur. Vous tirez des conséquences qui ne peuvent être tirées que si vous saviez le montant. Mais c'est que, non, vous savez, Il émet des hypothèses. Voilà, je dis, un investissement, bien sûr. Bien sûr. À partir du moment où le montant n'est pas encore révélé. Le montant n'est pas encore révélé, mais. Pourquoi les hypothèses qu'il émet, les hypothèses qu'il émet ne prennent pas les deux possibilités? Oui, il y a le risque que ce soit plus cher et il y a le risque que l'État fasse et que ce soit abordable également. Et il faut en même temps il faut faire le quotient, le rapport qualité de l'espace qu'on offre à la vendeuse de tomates, parce qu'il ne faut pas la minimiser et la confondre à celle qui prend un petit étalage et vient chercher une partie des tomates pour se promener dans le marché. Je connais des vendeuses de tomates. Leur étalage là, l'espace que ça prend et les montants qu'elles brassent, et l'insécurité dans laquelle elle se trouvait, insécurité, insalubrité. Et dès qu'il y a incendie, dès qu'il y a des situations graves dans les marchés, elles sont totalement vulnérables. Si aujourd'hui, l'État, en faisant ça, travaille également, moi je suis heureux d'apprendre qu'il y a des études qui travaillent même spécifiquement sur
la fixation des prix. Ça veut dire quoi? Il faut étudier les capacités de ceux qui veulent utiliser, pouvoir expliquer à ces gens-là que vous n'allez pas rester des décennies avec des choses, des étalages branlants, avec le risque de ramasser. Il y a même des gens qui sont obligés de ramasser tout ce qu'ils ont comme marchandises à vendre là pour revenir à la maison. Ce que ça leur coûte, il faut leur expliquer ça pour dire, petitement là, vous payez plus que si vous avez votre boutique sécurisée, vous mettez tous vos effets là, ça va être propre pour votre santé et tout le reste, mais l'État subventionne de sorte à ce que, parce que ce qui a permis de construire ça, c'est encore les deniers publics. D'accord? Et tous, on a contribué à ça. Maintenant, pour l'amortissement, l'entretien de ce qui a été construit, si quelqu'un, on lui fait le point, on lui montre qu'en réalité, sans le savoir, en un mois, il investissait, je dis n'importe quoi, 20 000 francs par exemple, dans transporter tout ce qu'elle vend tous les jours à la maison, revenir. D'accord? Ensuite, le risque, si jamais il y a incendie, ce qu'elle perd, par rapport à sa santé, le fait de vivre dans l'insalubrité, ce qu'elle dépense quand on lui explique ça pendant un bon moment, si ce qu'elle dépensait là, ça revenait à 15 000 francs à peu près, et qu'on lui dit désormais, tu vas payer 20 000 francs. Donc 5 000 francs s'y ajoutent. Mais on fait de sorte à ce que le fait de faire des marchés spécialisés, la clientèle viendra forcément vers vous. Si vraiment le ministère du Commerce aussi accompagne. Tout est dans la manière. Quelqu'un qui paye 20 000 francs au lieu de dépenser 15 000, mais qui gagne désormais 50 000 au lieu de gagner 30 000, en matière de business, ça veut dire que c'est un plan qui marche. Mais ce que vous dites là, d'accord. Attendez, oui, je vais dire quelque chose. Et ça, je vais lui dire très frontalement. Je suis choqué par cette attitude de mes amis Assogba et Ishola, qui veut que on leur permette, sans connaître les prix fixés, d'imaginer, d'émettre l'hypothèse que ça pourrait être dû, et il nous dénie le droit. C'est le contraire. C'est ça que, non. Vous avez dit que ça pourrait être dû pour les populations. Non. Malheureusement, c'est toi. Tout à l'heure, j'ai encore le micro. Mais tu m'as arraché la parole, je me suis tué. Parce que simplement, tu trouves que ce que je disais, mais pourquoi tu veux maintenant qu'il n'y ait pas contradiction? D'accord. Justement. Bon, là, vous n'avez rien. Écoutons Serge. Attendez pour voir je pense que ce qu'il a dit et qu'il a répété, il avait déjà dit sur l'autre émission. Et c'est pour ça que ça fait clic dans la tête lorsqu'il reprend la même chose. C'est une chanson. Et je veux lui dire tout de suite que nos mamans qui nous écoutent, elles ne seront pas du tout contentes d'entendre des choses du genre, de dire que la vendeuse de tomates ne pourrait plus vendre dans tel, parce que on peut pas les ramener jusqu'à ce niveau-là. Et je répète que on a recensé toutes celles qui vendaient dans les anciens marchés et elles doivent passer au niveau des nouveaux marchés. Et pour que l'État puisse permettre qu'il y ait de nouveaux vendeurs dans les marchés, on a essayé d'avoir des marchés plus grands. Ça fait 1. De 2, j'irai jusqu'à dire à mon frère Assogba qu'en dehors des études que des experts sont en train de faire ou ont fait et ont déposé, sur des radios, le ministère du cadre de vie a fait faire des émissions interactives pour écouter les usagers de ces marchés-là, pour entendre proposer des prix, d'éventuels prix de ces places. Tout ça a été fait même avant la fin de la construction des marchés. Aujourd'hui, comme je l'ai dit, je pense que si on s'en tient, nous tous qui sommes ici aujourd'hui, nous voulons que le Béninois soit heureux et tout ça, que nos parents, nos mamans qui vendent dans ces marchés, demain, soient heureuses d'y aller. Je veux faire la part des choses parce que Fortuné a vu ces marchés, mais je ne suis pas sûr qu'il y est entré une fois, il ne sait pas ce qu'il y a à l'intérieur. Je veux lui expliquer. Dans ces marchés, parce que lui, Monsieur Kitty parlait tout à l'heure de sécurité à l'intérieur de ces marchés. Dans ces marchés, les places, non seulement, les femmes non seulement auront leur place pour vendre. De 2, il y aura plus, par exemple, ceux qui vendent du poisson frais, ceux qui vendent des choses congelées là, plus personne n'aura son frigo à amener là-bas.
puisqu'il y a des chambres froides qui ont été réalisées. En dehors de ça, les mamans qui viennent au marché pour vendre, ou les usagers qui viennent acheter, il peut y avoir ce qu'on ne souhaite pas, que quelqu'un tombe malade dans ce marché-là, que des gens aient des crises et autres, et qu'il faut les amener vers l'hôpital. Les gens perdent leur connaissance et tout ça. Il y a des infirmeries qui ont été installées au niveau de ces marchés-là pour prendre en charge une maman qui est au marché, qui est en train de vendre et qui a des maux de tête ou qui a telle chose. Autre chose, les bonnes dames qui viennent au marché pour vendre et qui ont des enfants ou qui viennent pour acheter, qui ont des enfants, pour être plus à l'aise pour effectuer les achats ou pour vendre, il y a une garderie dans chaque marché pour pouvoir garder les enfants. En dehors de ça, les ordures. Il y a des dépotoirs spécialement mis en place pour traiter les ordures. Donc, au niveau des marchés, déjà, on commence le traitement avant que la SGDS ne vienne récupérer. Ça veut dire quoi? Désormais, les bonnes dames ne resteront plus dans une insalubrité totale. Et après ça, nous avons la police qui est présente. Nous avons les sapeurs-pompiers qui ont leur domaine dans le marché, toujours pour anticiper. Oui, tout à l'heure, il a dit que c'est bien beau, parce qu'il se demande si c'est au Bénin que ça a été fait. Oui, c'est chez lui. Mais en même temps, je comprends son inquiétude. Je comprends son inquiétude. Je comprends son inquiétude. Je comprends. Non, ils sont comme ça. Je comprends je comprends les inquiétudes qui parlent du coût. Je comprends très bien parce que c'est l'argent du Béninois, c'est l'argent du contribuable que l'État a utilisé pour construire ces marchés. Lorsqu'on voit ça, on trouve que c'est beau et là, on arrive jusqu'à dire que tel ne peut plus vendre. Si on leur donnait le pouvoir, ils allaient chasser des gens. Ils allaient empêcher des gens de faire leur commerce là. Les vendeuses de tomates, et ils ne veulent plus voir les vendeuses de tomates. Mais, je répète, l'État a pris des engagements dès le départ. C'est pourquoi il y a eu recensement. Et les bonnes dames, les responsables des marchés sont encore là. Et dès lors que l'on va ouvrir ces marchés, nous sommes encore là pour être témoins. C'est pourquoi je préfère qu'on ne spécule pas autour du prix, du coût. On attend de voir. On attend de voir, mais je comprends que l'on dise, que l'on ait peur que le coût soit élevé et tout, je suis d'accord. Maintenant, après ça, mon frère Asogba Fortuné n'a pas compris le pourquoi du déguerpissement. Parce que tout à l'heure, quand il me demande qu'on aille réoccuper les espaces délogés, je reviens pour lui expliquer que le déguerpissement, c'est qu'on ne doit pas occuper l'espace public. Et très bien, il est dans un quartier, il est chez lui, et il sait très bien que, par exemple, lorsqu'il pleut, et que vous voulez circuler, vous voulez passer devant la maison de quelqu'un, c'est que la personne a déjà aligné des briques et vous demande de ne pas passer à côté de son mur et qu'il faut que vous passiez dans l'eau. Et nous sommes les premiers. Ce qui n'est pas normal. Ce qui n'est pas normal, c'est l'espace public. Donc ici, c'est l'espace public qui est dégagé. Donc on ne peut pas penser à un relogement ou à tel. Non. Au niveau de Dantokwa, l'exemple qu'il a donné, non. C'est la SGDS qui a déposé ces conteneurs-là afin que tout ce qui se fait comme déchets dans le marché, que les gens viennent vider ça là et la SGDS vient régulièrement ramasser. Peut-être que le jour où il est passé par là, c'était déjà plein et puis il a trouvé que là, les gens défèquent et autres. Non. Je ne sais pas. En plein air, là, si les gens défèquent, je ne sais pas. Mais je pense que c'est la SGDS qui vient le faire. À des moments donnés, c'est vrai que la machine prend un peu de sable parce que en saison pluvieuse, là où les camions, les gros camions de la SGDS vont verser les ordures dans le département de l'Atlantique et autres, à des moments donnés, ils n'ont pas assez à ces voies-là, et ça fait que pour déplacer les ordures, pour enlever les ordures, ça prend un peu plus de temps. Mais je pense quand même que au fil des jours, la SGDS est en train d'améliorer ses prestations afin que nous puissions respirer, ne serait-ce que respirer. Et je suis sûr, je veux que quand on veut parler de déguerpissement, qu'on commence d'abord
pas sensibiliser les populations et leur demander et leur dire qu'on n'occupe pas l'espace public. Le domaine public n'est pas à occuper. Voilà. C'est vrai que les policiers, les policiers, il y a eu des abus. Mais commençons déjà par dire à nos amis que l'espace public, c'est pour tout le monde et qu'on ne va pas s'y installer. D'accord, merci beaucoup. On va clore ce chapitre avec Ishola Djingué très rapidement, en quelques secondes. Votre son de cloche sur la question. Je vous remercie. Quand il a commencé par dire tout à l'heure qu'ils sont comme ça, je crois que cela me chagrine un tout petit peu parce que il a fait, n'est-ce pas, il essayait. Non, oui, pour me chariter, d'accord, je comprends bien, mais c'est à croire que il a voulu m'emprunter, n'est-ce pas, les propos d'autrui parce que je ne suis pas dans ce feeling en réalité. Et l'autre chose, je ne voudrais pas qu'il me prenne pour un contradicteur ou un régime ou j'allais dire, excusez du peu, un opposant au régime du Patrice Talon. Loin de là. Bien au contraire, je salue sa vista, la vision du chef de l'État qui a permis de mettre en place ces marchés-là et de les moderniser. Jusqu'à ce que cela offre aujourd'hui des images. Vous avez dit, c'est bien beau, ça veut dire que vous n'y croyez pas. Non, je suis dans ma logique. D'accord. Laquelle? Nous sommes en train de gloser sur la dimension sociale des infrastructures qui ont été construites. D'accord? C'est une question que nous nous posons. Est-ce que la vendeuse de tomates pourrait avoir, n'est-ce pas, les moyens de prendre une place? Mais il a assuré. D'accord. Vous l'avez suivi? Il est dans son rôle. Le chef de l'État a pris un engagement. Il est dans son rôle. Il ne peut pas dire le contraire. Il est dans son rôle. En tant qu'émissaire de la direction de la communication de la présidente de la République, il ne peut pas dire le contraire. Mais la réalité est là. Faites un peu un micro-trottoir pour savoir ce que les populations vont dire. D'accord? Elles ne diront pas le contraire. D'accord. Et l'autre chose, au regard de la manière dont le pouvoir actuel, le régime actuel, l'establishment actuel fonctionne, permettez-nous de dire cela, remonter, n'est-ce pas, le ressentiment des populations. Mais qu'on nous prenne pour des opposants au régime, mais je vois que c'est un peu parti de moi. Journaliste, ce n'est pas dans ce que nous disons est factuel. D'accord. Donc nous analysons de notre position de journaliste. D'accord. C'est clair. Merci beaucoup. Donc, mis à part cela, il n'y a rien d'autre. Si vous permettez, je ne le permets pas parce que le temps est parti. Vous devez permettre. Le temps est parti, nous devons aborder le deuxième sujet. On a annoncé deux sujets. Bien sûr. Je voudrais dire, l'espace public, on ne l'occupe pas, mais on occupe l'espace public. Ce n'est pas au Bénin. Qui l'occupe alors? Voilà. Comment on occupe l'espace public? Aujourd'hui, il y a l'occupation anarchique. Je suis entièrement d'accord. Nous sommes tous d'accord. Il a donné un exemple. Par exemple, on met les briques, on met les bâtons pour empêcher les gens de passer à côté de les murs. Ah oui, quand je suis en circulation, je vois ça, je m'arrête et j'enlève la brique pour faire passer ma voiture parce que c'est la voie publique là. S'il ne veut pas, celui qui a sa maison à côté ne veut pas qu'on roule contre son mur, lui aussi, il peut s'amener à réparer devant sa maison. Puisque moi, j'en fais. Chez moi, dans mon quartier, j'en fais. Je sors mon argent. Moi-même, je ne peux pas faire. Je recrute des gens pour nettoyer, pour empêcher que l'eau stagne devant ma maison. Je le fais à mes frais. Maintenant, je reviens sur mon exemple pris au niveau du marché d'Antokpa. Serge Nonvillon. Il a déjà donné l'explication. Je dis bien, au lieu que cet espace-là soit resté vide là. Il a bien dit que c'est un dépotoir des déchets du marché. Que la SGD... Cher ami, c'est des humains qui restaient là. Maintenant, je continue de dire, c'est des gens qui gagnaient les pains là. On ne peut pas m'empêcher de le dire. Je souhaiterais... Mais c'est pas vous qui dirigez. Les Béninois... Oui, c'est nous qui allons le dire. Nous sommes des journalistes. C'est pas vous qui dirigez, c'est ce que. Non, on ne dirige pas. Voilà. Mais on ne peut pas nous empêcher de mettre des propositions. Tout ce qu'on dit ici, ce n'est pas parce qu'on est opposant, parce qu'on veut s'opposer. C'est pour la bonne cause. C'est pour permettre à des Béninois comme nous de vivre. Ce que je dis, l'espace là, il y a des milliers, des centaines de personnes qui travaillaient là. Aujourd'hui, l'espace est resté vide. Et on vient de le dire que on a déposé ça pendant que ceux qui gagnaient les pains là sont dans la nature. Moi, l'espace là
il est un espace public et qu'on peut reloger les gens sur cet espace-là. Les marchés, là, ce n'est pas l'espace public. Et on a logé les gens dedans. Là, on peut transformer, dire aujourd'hui, si vous voulez, il n'y a plus d'installation anarchique sur cet espace-là. Vous allez faire votre petit commerce là. Mais voilà les conditions. Désormais, et est-ce que ce n'est pas plus humain, ce n'est pas plus rassembleur? Est-ce qu'on, si on fait ça, les Béninois vont dire, bien ceux qui occupent cet espace vont dire, le gouvernement est mauvais, ils ne le diront pas. Merci beaucoup. Voilà ce que je dis. Merci, je crois qu'on s'est compris. Les informations ont été données, les commentaires aussi. On va passer au deuxième sujet, ce drame qui a frappé le Bénin de plein fouet. On va dire, a craqué, l'incendie qui, ma foi, a ravagé. Et cette fois-ci, ça a été vraiment meurtrier, près d'une trentaine de morts. Julien Kitty, votre parti a sorti un communiqué pour dénoncer la chose et appeler surtout à repenser le secteur de l'essence frulatée. Merci, Monsieur Peggy Ludovic Dagba. Vous me permettrez, quitte à ce que vous enleviez cela de mon temps de parole sur le second sujet, de déplorer le fait que pour une émission aussi sérieuse, la contradiction dans les idées sur certains points soit réduite à l'obstination à dire le contraire de ce que l'autre dit. C'est comme si on ne s'écoute pas. C'est comme si on ne s'écoute pas. Je suis intervenu sur la question de prix. Serge Novillon invitait à ce que, au regard des dispositions qui ont été prises, dont il est informé, qu'on attende que les prix soient fixés, mais qu'on alerte pour dire il faut que les prix aient un visage humain. Mais que on observe que vous pouvez donner des alertes pour dire il faut que ce soit social. Mais quand on vous écoute, nous sommes sur le terrain de la communication, quand on vous écoute et on a l'impression que vous voulez passer comme message que tel que c'est fait là, la personne qui n'a pas un grand pouvoir financier et qui faisait le petit commerce dans le marché est exclue. Quand vous finissez, quand moi j'écoute une émission, à mon âge, avec mon niveau intellectuel, quand j'écoute une émission, celui qui me parle, j'arrive à détecter quel est le message qu'il veut que je retienne. L'expression, même quand c'est sous forme d'une interrogation, mais quelqu'un s'échine à vous dire, quitte à ce qu'on le prenne au mot, que tous ceux qui étaient dans les marchés là sont recensés. Ah, si je vais faire mes investigations, je trouve que les gens n'étaient pas recensés, j'appelle M. Serge Novignon, je dis, vous avez menti. Vous connaissez ma religion sur ce genre de choses. Mais si je lui accorde un minimum de bonne foi, c'est que je dis, ok, s'il y a des gens qui n'étaient pas recensés, les Béninois ne savent pas, ne se taisent pas pour autant. Ils vont crier dès qu'on va installer les gens. Et on pourra dire en ce moment, écoutez, vous avez dit qu'on a recensé les gens, voici la preuve que vous n'avez pas recensé tout le monde. Oui, ensuite, jusque-là, on n'a pas contredit. On a fini avec ça. S'il vous plaît. On n'a pas. L'émission n'est pas élastique. Merci de laisser Julien poursuivre. On viendra faire le point ici. Jules Kitty. Puisqu'on est toujours là, on vous aura compris sur le sujet. Allons sur le deuxième. Je finis en invitant nos camarades, et surtout M. Ishola, à être plus décents dans ses réactions. Nous sommes dans une émission très sérieuse. Ça n'est pas une partie... Il vous aura compris. Parce qu'il est choqué par les tics. Quand quelqu'un lui dit, ils sont comme ça le choque. Mais il a 10 000 fois des réactions de gens qui peuvent... Il faut laisser. Non, allez-y. On évolue, cher ami. Grand frère. Alors... Pour revenir, on aura le temps. Vous aurez le temps. La nature aidera aussi ceux qui sont comme ça. Merci d'y aller. La nature aidera ceux-là aussi, parce que le Bénin nous appartient nous tous. C'est dans leur gène. On n'enlève pas ça. Ça ne rentre pas. Le changement ne rentre pas dans les compétences de vie courante en un clic. Ça viendra. Je l'espère, pour l'amour que j'ai pour eux. Alors, sur la question que vous êtes en train d'aborder, franchement, d'abord, je m'incline sur la mémoire de toutes ces personnes-là qui sont mortes de cette mort. C'est vrai, lorsqu'on vit ce dont on est très sûr, c'est qu'on mourra un jour, mais qu'on meurt de façon aussi cruelle. Lorsqu'il y avait eu
des morts, pratiquement le même nombre, à peu près d'une quarantaine du côté de Dassa. L'image qui me revenait tout le temps en tête, c'est que je me disais, mais comment on meurt de cette façon? On est dans le feu. Quels sont les mots que ces personnes-là disent? Perdus qu'ils sont, ils n'ont pas le chemin pour sortir. Et après, quand on nous montre les images, franchement, on a envie de dire, si l'être humain doit subir ce sort-là, c'est grave. Alors, derrière, c'est à la quête de leur survie, d'accord, au quotidien, qu'ils se retrouvent dans cette situation. Après les condoléances, un État, et quand je parle l'État, je parle gouvernement, je parle société civile, je parle parti politique, je parle tous les citoyens, un État anticipe. Un État agit pour que demain, on se sente mieux, plus en sécurité, tout en étant épanoui économiquement. Le gouvernement, le communiqué sorti par l'UDBN qui dit, vous avez vu qu'on a demandé à ce que le secteur, ce commerce-là soit repensé. Ça signifie ce que ça signifie. Repenser signifie quoi? Ça signifie s'asseoir une fois pour toutes avec les acteurs directs, ceux qui vivent de ça, sans être des spécialistes de la manipulation de ces hydrocarbures-là, qu'on aille chercher des experts, aussi bien des hydrocarbures que du business, parce que les spécialistes des hydrocarbures vous diront, d'accord? Par exemple, il n'y avait aucune étude d'impact environnemental qui se faisait lorsque les gens installaient ces genres d'entrepôts. On ne peut pas évaluer le coût lié à la santé publique. Et vous savez, c'est dans notre constitution, c'est l'État qui a l'obligation de garantir pour ses citoyens la bonne santé, l'éducation, la sécurité alimentaire. C'est pourquoi parfois l'État, si nous ne savons pas faire, nous allons nous demander, on se demande parfois, mais pourquoi je fais mon petit business? Qu'est-ce qui concerne l'État dedans? Parce que nous regardons l'État comme un gouvernement qui vient nous perturber dans notre affaire. Je suis sûr que le gouvernement est allé plusieurs fois sur le terrain de empêcher que ces entrepôts-là s'installent, empêcher que ces gens-là mettent ces commerces dans ces conditions. J'ai vu une vidéo aussi, c'était vrai, de l'entrepôt avant donc l'incendie. On a commencé par conditionner même l'essence dans d'autres choses, presque des sachets, alors que c'était des bidons avant. Le risque a été augmenté. Bon, entre-temps, le débat se fait de l'État ayant commencé par prendre des taxes sur ces activités-là. Est-ce que l'État ne pouvait pas aller loin? L'État, c'est un processus également. Maintenant, on estime que cet incendie-là, ce drame de Sémécraké est de trop. Il ne faut pas permettre que d'autres arrivent. Ce que le gouvernement est en train de proposer maintenant, je prends les propos du ministre des Finances et de l'économie comme des propos d'un dirigeant qui, sur le coup, doit pouvoir dire qu'il y a une solution, que l'État est dans le processus de solution. Mais après, je souhaite qu'on n'y va pas très vite parce qu'on veut régler le problème et on veut calmer les populations pour que ce soit des solutions, des palliatifs qui se trouvent encore. Parce que la reconversion, je suis content d'entendre le ministre dire, l'interdiction systématique n'est pas au rendez-vous. Je trouve que c'est responsable. Parce que quand vous allez lancer ce débat, quand vous allez finir de vous émouvoir sur les morts, vous allez devoir faire face à la question de est-ce que des stations existent dans toutes les localités du Bénin? Vous allez, par exemple, dans des zones secondaires où peut-être à 2 kilomètres de la voie bitumée, vous n'avez même plus de pistes il n'y a même pas suffisamment d'électricité pour que des stations fonctionnent. L'État, donc, la solution actuellement implique plusieurs volets. Le volet est l'électrification de nos localités. D'accord? Le volet route d'accès, voie d'accès à nos localités. Ensuite, est-ce qu'il n'y a pas des situations intermédiaires? Ça avait été évoqué sous d'autres régimes, même sous le régime Talon. Est-ce qu'on doit faire des stations de forme moderne comme on en a à Cotonou, partout? Allons interroger les spécialistes. Est-ce qu'on ne peut pas avoir cet entrepôt-là, par exemple, des spécialistes de l'hydrocarbure et des questions de l'environnement, s'ils étaient associés, d'accord,
peuvent être capables de vous dire, voici comment l'entrepôt va être construit. Voici dans quelle matière ou dans quel matériel ça peut être conservé. On ne peut pas voir des dames en train de prendre l'essence avec des gobelets et mettre dans des main nue. Comme si c'est pour vendre l'huile rouge de mes parents de Gadomé. C'est pas possible. Donc, il faut qu'on aille à ces solutions-là. Et c'est pourquoi il faut repenser ça. Il faut pas aller à l'histoire de reconversion dont on parle. Si vous évaluez le nombre, la masse critique de personnes qui s'investissent dans ce commerce-là, la reconversion, si on ne voit que ça, nous allons assister à une situation à laquelle on avait assisté sous le général Mathieu Kérékou. Lorsqu'on s'est levé un matin, le général a dit, on va reconvertir tous les émigrants. Le gouvernement n'avait pas appréhendé le nombre de personnes qu'ils font. Comment on identifie même les acteurs directs de l'essence de contrebande? On ira jusqu'à voir la famille où on n'a pas encore un commerce, ou bien on a appris un métier, on ne l'exerce pas encore, et puis on achète 5 litres d'essence. Celui-là aussi dira, l'État ne m'a pas recensé. Tout à fait. Et on vous dira qu'on a fait des études, et vous direz, bon, on va construire après des mini-stations. Est-ce que le pauvre vendeur d'essence pourra y trouver la place? Et on va continuer dans à chérir cette pauvreté qui ne devrait pas être congénitale. Pour nous, il faut qu'on puisse avancer. Merci Julien Kiti. Serge Novillon, qu'est-ce que vous répondez à tout ça, toutes ces inquiétudes? Oui, merci beaucoup. Déjà, il faut qu'on s'incline sur, comment on appelle ça, la mémoire de ceux qui sont partis. Parce que comme il a dit tout à l'heure, vous voyez, lorsque nous posons notre pied sur un morceau de charbon ardent, vous imaginez ce que ça fait, et voyez-vous, c'est des gens qui ont été brûlés à 100%. C'est difficile. Nous, nous présentons nos condoléances à ceux-là qui ont directement perdu des parents. Le Conseil des ministres du mardi a fait le point. Nous avons 36 décès, que ce soit de nationalité béninoise que nigériane, ainsi que du côté nigérien. En dehors de ça, nous avons 23 brûlés ou qui ont des traumatismes sévères, qui ont été hospitalisés et sont en train de prendre des soins. Avant-hier, le gouvernement a fait démarrer les tests d'ADN, parce que chez nous ici, même lorsque tu perds ton parent, tu as quand même envie d'avoir son corps et faire les cérémonies qu'il faut faire, et de façon digne. Donc, les tests d'ADN ont démarré du côté du CNHI afin que chaque parent puisse reconnaître et avoir la dépouille de son enfant. Le gouvernement avait déjà anticipé. Moi, je peux le dire parce que en 2017, un matin comme ça, en arrivant au boulot, j'ai vu des tonneaux, 2 tonneaux. Et j'ai posé la question au porte-parole, j'ai voulu savoir, mais ça sert à quoi? Et c'est en 2017 qu'il était en train de m'apprendre que c'est le chef de l'État qui a travaillé avec les membres du gouvernement et qui était, comment on appelle ça, qui était concerné par cette affaire-là du Payo. Et il a proposé à ce qu'il y ait des mini-stations pour que nos parents qui manipulent ce genre de carburant puissent être désormais protégés, loin des incendies, loin des maladies et autres qui pourraient survenir, tout ce qu'il y a comme cancer que vous savez. Donc c'est depuis 2017 que ça a commencé par réfléchir. Et les stations ont été commandées, mais le chef de l'État a exigé que un échantillon de ces stations-là, mini-stations, soit ramené au pays, pour qu'on voit, et que s'il y a des corrections à apporter, que ça soit fait. Après ça, le gouvernement travaille avec les acteurs, les échantillons sont arrivés, et c'est resté là pendant un moment où les corrections qui devraient être apportées ont été effectuées. Maintenant, depuis quelques semaines, moi, je ne savais pas. Moi, je n'avais pas vu. J'étais au sport avec des amis et
au niveau de la route des pêches, lorsque vous faites attention, vous allez voir que du côté opposé, du côté face à la mer, il y avait déjà le système qui avait commencé déjà par être posé. Donc quelqu'un se demandait, mais qu'est-ce qu'ils sont en train de faire là? Parce que j'en ai vu à Idjedo, j'en ai vu à tel endroit. Et c'est à quelqu'un de lui dire non, que ce sont les mini-stations, que s'il fait attention à des endroits donnés, ils en avaient déjà posé et ils ont protégé ça et que c'est pour les mini-stations. Une fois au bureau, je me suis renseigné et effectivement, il y avait déjà 2000 mini-stations arrivées sur les 5000. Donc, c'est exactement ce que le ministre des Finances a repris en expliquant que au départ, les endroits dans Cotonou identifiés seront pourvus de mini-stations. Ensuite, les endroits dans le pays où on ne voit pas tout de suite à proximité une station, on va les privilégier d'abord. Et que c'est en 2024, dès lors que les 3000 autres mini-stations seront là, qu'on doit installer ça partout dans le Bénin afin de permettre à ceux qui vivent de ce commerce-là de continuer par le faire, mais sans mettre leur vie en danger. Imaginez-moi, dans les années 90, je vivais à Ménontin. À Ménontin, à côté, juste à côté de l'ancien emplacement de la pharmacie Ménontin, qui est non loin de Canal 3 Bénin. J'étais à côté là, mais c'était, comment on appelle ça, un spectacle pour nous. Dès lors qu'on dit Djaé, puis tout le monde court dans les rues, ceux qui vendent l'essence prenaient leur bidon, détalaient, et vous allez voir que les policiers en chicotaient dedans, ou bien à des moments donnés même, il y a eu des coups de feu. Parce que c'est des gens qui se préparaient aussi et avaient des coupes et autres. Donc, c'est vraiment un commerce qui a démarré, pas de nos jours, mais qui fait vivre. Parce que moi qui vous parle, j'ai eu à m'approvisionner à ces endroits-là. Parce que ça coûtait moins cher. Donc, nous tous avons pris par là. Donc, aujourd'hui, ce que vivent nos parents qui font ce genre de commerce-là, nous allons souhaiter que ça puisse, leur douleur puisse s'arrêter. Aujourd'hui, je suis content que ces acteurs parlent le même langage que le gouvernement. Avant, ce n'était pas le cas. Avant, lorsque le gouvernement du président Yaïboni, quand ce gouvernement-là, à un moment donné, a voulu attaquer le mal par la racine, on sait ce qui s'est passé. Où tout le monde a fait du bruit. Ah non, c'est ce que les gens mangent, c'est le pain quotidien, vous ne pouvez pas toucher à ça. La même chose, avant le président Mathieu Kérékou, avant le président Yaïboni, au temps du général Mathieu Kérékou, même chose. Donc chaque fois que quelqu'un vient et veut réfléchir avec eux afin de changer un peu les choses, moi ça me fait rire lorsque nous n'arrivons pas à expliquer à nos populations. Parce que à des moments donnés, les gens disent, mais comment est-ce que le Nigeria est à côté et on ne peut pas aller acheter essence là-bas pour nos stations? Si ça se passait facilement comme ça, je suis sûr que depuis 60, aucun chef d'État ne peut venir au pouvoir et avoir le carburant côté au Nigeria là, facilement comme ça, et ne pas aller chercher. Nous allons expliquer à nos parents qui nous écoutent en ce moment que ça ne se passe pas comme ça. Que le carburant au Nigeria, ça quitte le Nigeria sous forme de brut. Et dès lors que ça passe en Europe, où ils vont pour faire pour raffiner, ça revient à un coût aux Nigérians. Et puisque ça vient du sous-sol du Nigeria, le gouvernement nigérien subventionne. Et c'est pourquoi nous voyons souvent que ça coûte moins cher de l'autre côté qu'ici. Nous n'achetons pas, nous n'avons pas de pétrole. C'est vrai qu'on nous a présenté, on nous a dit que on a ça dans notre sol, on a. Le Bénin qui a été présenté par le ministre. Oui, peut-être. Le pétrole est dedans, là. Non, peut-être. Vous l'avez pas vu. Non, peut-être que c'est un peu ce scénario-là que nous allons déplorer. Mais c'est qu'on a du pétrole sous la terre, mais on n'a pas encore exploité. Merci, ce qui fait oui, voilà, donc à ce jour, on n'a pas encore de pétrole malheureusement, donc on va souhaiter que cette situation puisse être réglée très rapidement.
Encore 2 minutes pour finir cette Il émission. est là. Il n'y a pas fait chose là. Voilà. Vous n'avez pas été vraiment équitable dans la distribution de la parole. Je suis désolé. Votre boulimie pour la parole aussi n'a non, pas eu d'égard pour le temps. C'est pas ça. C'est pas bon. Je crois que Je suis un peu estomaqué par... Je suis un peu estomaqué. Oui, allez-y. Bon, ça se Je passe voudrais donner le compatir nombre de secondes que à chacun veut. la douleur des parents éplorés et dire que l'heure a sonné pour qu'on règle une fois pour de bon cette situation des Sans Bayo. Je suis content d'entendre que le ministre des Finances a dit on ne va pas à la suppression tout de suite, mais penser à véritablement réorganiser. L'heure a sonné parce que depuis Kérékou, je suis content que Serge est revenu là-dessus largement, Kérékou, il n'a pas pu. Yahi n'a pas pu. Aujourd'hui, ça continue de faire des morts. Je crois qu'il faut prendre le taureau par les cornes et régler une fois pour toutes. Et aujourd'hui, les acteurs parlent c'est comme je le disais tout à l'heure, je suis estomaqué un peu par l'appréciation que fait, n'est-ce pas, de mon ami, n'est-ce pas, de mon comportement, n'est-ce pas. Il se méprend un peu sur mon tempérament réel, voyez-vous. Donc, je lui dis de se calmer un tout petit peu parce qu'il joue. Il se pose, n'est-ce pas, en zélateur du pouvoir. Je le comprends, je le lui concède. Maintenant, quant au sujet proprement dit, je voudrais compatir à la douleur des parents éplorés et souhaiter que ceux qui sont encore sous les soins intensifs dans les hôpitaux puissent être, n'est-ce pas, retrouver les esprits le plus tôt que possible afin de reprendre leurs activités. Et aussi, je voudrais saluer, n'est-ce pas, la promptitude du gouvernement qui est allé à leur chevet pour que cela se passe dans de meilleures conditions. Mais au-delà de cet aspect, moi je voudrais dire stigmatiser le comportement, la myopie des pouvoirs publics, des régimes successifs. Moi, je ne veux pas stigmatiser un seul régime. C'est les régimes successifs qui ont failli. Parce que on ne peut pas, en aucun cas, pour rien au monde d'ailleurs, n'est-ce pas, accepter ou admettre qu'on fasse un commerce qui se bâtit sur les faux crématoires. Cela est inadmissible. D'accord? C'est indicible d'ailleurs. Et à ce niveau-là, je voudrais saluer la vista, encore une fois, du chef de l'État du régime de Patrice Talon et souhaiter, n'est-ce pas, qu'il veille au gré, parce que nous connaissons nos cadres, nous savons que les Béninois sont très excellents, ils sont experts en gymnastique intellectuelle. Voyez-vous, ils sont experts aussi en combine intellectuelle. À partir de ce moment-là, je voudrais appeler le chef de l'État à veiller au grain, ainsi que le ministre Wadaï a veillé au grain à ce que qu'il n'y ait pas, n'est-ce pas, des glissements en termes de népotisme, de favoritisme et autres pour que cela se passe dans de très bonnes conditions. Pour les mini-stations. Oui, les micros. Moi, je parle de micro-stations, pour les micro-stations qui sont en construction. Et voilà ce que je recommande vivement au pouvoir. Merci infiniment. Je crois que nous atterrissons bien pour cette émission point 7 qui aura été aujourd'hui. Vous avez regardé le visage pour les nerfs. Merci beaucoup. Vous permettez. À vendredi prochain. Le point 7. Le point 7. Votre émission de décryptage de l'actualité nationale et internationale sur Diaspora FM 102.3. Diaspora FM. Diaspora FM, en direct de la Fondation Espace Afrique Civre de Glody Bibi, c'est le pied.